On est prêt. Super. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors moi je m'appelle Virgile, je travaille pour les éditions du Croquant, que je vais présenter rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on est une petite maison d'édition indépendante, on fait beaucoup de sciences humaines et on fonctionne sous la forme d'une coopérative. Cette maison, elle existe depuis 2009 et elle est actuellement gérée par Louis Weber et Arnaud Saint-Martin. C'est en fait une cogérance. On publie le plus souvent des travaux de recherche en sociaux, en histoire, en sciences politiques, mais il nous arrive aussi de publier des essais, comme c'est le cas pour le livre de Farid. J'en profite pour donc vous présenter tous les deux. Donc on reçoit ce soir Farid Eliamni, donc l'auteur du livre Wissam Vérité, ici, et qui revient donc sur son combat pour obtenir la vérité et la justice à propos de la mort de son frère, dans des circonstances que je vais vous détailler un peu plus. Et alors, pour discuter son livre, on a le plaisir aussi d'accueillir Christiane Voller, donc, qui est philosophe et chercheur associé au CNAM, et qui milite pour une philosophie de terrain, tout en s'intéressant aux champs politiques, médicaux et esthétiques. Alors, pour vous présenter rapidement les faits, pour ceux qui n'y seraient pas familiers, donc Wissam, le frère de Farid, fêtait le Nouvel An en 2012 à Clermont-Ferrand, sur un parking. Et tard dans la nuit, il a été emmené au commissariat après une altercation avec des policiers dans des circonstances qui sont pas extrêmement claires. Et il a été retrouvé en fait allongé donc dans un couloir de ce commissariat, dans le coma, avec plusieurs os fracturés. Et il est décédé donc 9 jours plus tard à l'hôpital, alors qu'il avait 30 ans. Depuis, donc, il y a un comité qui s'est monté, qui est porté notamment par toi, Farid, qui s'appelle Justice Vérité pour Wissam, et qui a bataillé avec la justice pour obtenir à la fois des contre-expertises médicales, une reconstitution et en fait une enquête un peu plus poussée. Et pour l'instant, aucun des policiers mis en cause n'a été mis en examen. Bon, si je peux dire deux mots sur ton livre, Farid, moi, ce qui m'a beaucoup surpris dedans, c'est sa dimension poétique et intérieure. Parce que, bon, moi, je m'attendais à ouvrir un manuel de lutte, clairement. Bon, et de fait, on en trouve un, hein, puisque tu parles aussi de la dimension systémique du problème policier. Tu te questionnes sur la capacité du dispositif étatico-judiciaire à se réformer et à quelle fin. Mais ce manuel de lutte, il est construit à partir de sentiments, d'émotions, qui tendent jamais vers la haine et qui le rendent beaucoup plus humain. Voilà, je te laisse prendre la parole. Oui, mais après, tu as très bien résumé. Après, par rapport à l'histoire, moi, je suis assez perfectionniste dans la manière de faire. En fait, retrouver, où ça m'a été retrouvé, pas vraiment. Ça, c'est ce que les policiers disent. Mhm. Disons que dans la version officielle, il a été retrouvé. Euh, et effectivement, oui, donc le livre Wissam Vérité, je remercie parce que vous avez voulu en parler. En fait, c'est un ensemble de textes qui, qui ont été écrits en fait de, depuis le début en fait jusqu'à novembre 2020, donc assez récemment. Et la différence entre ce livre-là et peut-être ce qu'on pourrait appeler des mémoires, c'est que c'est vraiment des mémoires, c'est-à-dire que ça a été fait, c'est un ensemble d'histoires, mais racontées à ce moment-là. C'est-à-dire que lorsque je parle, par exemple, de l'affaire de Rémi Fraisse, j'en parle euh, à l'époque des faits. Et donc, ce qui peut être intéressant, je pense, dans ce livre-là, c'est qu'on voit à la fois mon avis, mais mon avis dans un certain contexte, mon avis situé. Et donc, on peut voir à la fois mes réflexions, mais on peut voir aussi l'évolution de mes réflexions. Et je pense, ce qui est intéressant dans ce livre-là, bon, il a, comment dire, euh, il a des avantages et des inconvénients, mais dans l'avantage, je pense qu'il peut être très intéressant, c'est que j'ai croisé énormément de familles et c'était pour moi très difficile de dire aux familles ce que je pensais à une date T, parce que j'avais l'impression d'être, et c'est
souvent comme ça qu'on nous accuse d'être dans une forme de, comment dire, dans une forme de, euh, trop dans la théorie et voilà, c'est-à-dire que c'est trop à l'écart en fait de la réalité des personnes dans lesquelles je parlais. Donc presque trop dans enfin, j'ai pas le terme là, mais je suis, c'est assez trop extrême par rapport à leur vécu. Donc pour essayer en fait de faire comprendre aux gens pourquoi ce que je pense aujourd'hui, en fait, il fallait que j'explique pourquoi je pense et comment j'ai pensé ce que je pense aujourd'hui. Et donc, pour moi, il est destiné d'une part, en fait, aux familles qui viennent de perdre un proche ou qui ont perdu, qui ont été blessés, pour leur dire, voilà le point de départ d'une personne qui a été victime de violences policières et voici au fil du temps son évolution pour que vous puissiez comprendre aujourd'hui ce qui se passe et ce qui peut vous arriver d'une certaine manière. Donc, il est d'abord destiné, je pense, voilà, à ces personnes-là. Et puis, forcément, euh, il est aussi destiné, en fait, à laisser peut-être aussi une trace un petit peu dans l'histoire, quoi. Et c'est dire, voilà, il y a la version officielle qu'on voit un petit peu partout, et puis il y a notre version à nous, celle dont on pense. Et durant toutes ces années, bah, j'ai rencontré des personnes extraordinaires, par exemple Christiane Voller, qui, voilà, ou des personnes comme vous. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de souffrances peut-être, mais j'ai aussi été gâté par les rencontres que j'ai vécues. J'ai vu à la fois le pire de l'humanité et le meilleur. Donc, et pour revenir simplement sur ce que tu as dit, quand tu dis ça ne va jamais vers la haine, en fait, si j'irais la haine de l'injustice, comme je l'écris dans le livre, Bien sûr. c'est l'amour de la justice. Donc en fait, alors Christiane pourra mieux le dire que moi, mais la conscience, c'est toujours la conscience de quelque chose. Toujours la conscience de quelque chose. C'est pour ça que nous, quand quelqu'un accuse de la haine, en gros, ça ne veut rien dire. C'est la haine de quoi? Et c'est l'amour de quoi? Voilà. Donc, ce que tu veux dire et ce que je pense aussi, c'est que ça ne verse jamais vers. Dans le livre, par exemple, je ne parle jamais de moi. Ça, on me l'a reproché. Je ne parle jamais de Wissam. Alors, peut-être la dernière fois que je l'ai vu. Parce que, en fait, j'essaie à chaque fois, dans tout ce que je dis et dans toutes mes actions, j'essaie toujours de me dire quelle est la position la plus juste que je peux avoir. Quelle est la position? Et la position la plus juste, c'est la position la plus inclusive, celle là aussi Christiane pourra dire, je dois parce que je dois, en fait. C'est pendant toutes ces années, les gens nous disent souvent, vous avez beaucoup de courage. Non, en fait, non, 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 j'ai pas de courage. Et je comprends qu'on me dise ça, mais je n'ai pas de courage. Je fais ce que je dois faire. Je fais ce que je dois faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je me lève, c'est parce que personne ne se lève. Sinon, je ne me lèverai pas. C'est ça que les gens. Voilà. Et ça, je le raconte à travers le livre, tous ces raisonnements, toutes ces impressions et toutes ces réflexions, qui Est-ce que, sont encore en route, Mhm. sont Est-ce jamais que tu dirais terminées. que tu étais quelqu'un de politisé avant 2012? Alors, je pense qu'on est toujours politisé. Mhm. Mais est-ce qu'on est bien politisé? Je crois que je n'avais pas conscience de certaines choses. Voilà. Il y avait un historien qui disait comprendre, c'est percevoir. C'est-à-dire qu'il y a des choses, tant que vous voulez, et la philosophie de terrain, là aussi, Christiane pourra en parler, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas vécu certaines choses, eh ben, je crois, c'est pour ça que moi, je n'en veux pas, je n'en veux pas à mes détracteurs. Et j'essaie même, je les prends en compte dans le livre. C'est-à-dire que je n'en veux pas à ceux qui me critiquent. Parce que je sais qu'il y en a certains qui le font avec sincérité. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai des éléments, et je les apporte dans le livre, aujourd'hui, qui me permettent de penser de la manière, comme je vous dis, j'essaie d'être le plus juste dans ma pensée. Et ce que je pense, et c'est pour ça que quand j'ai ma pensée qui évolue, c'est que d'une certaine manière, et peut-être aussi, alors ça j'en parlais d'ailleurs avec un sociologue qui me faisait des retours sur le livre, bah peut-être que dans 10 ans, je vais changer aussi. Peut-être. Alors j'espère en bien, mais j'espère que les événements nous changent un petit peu.
est-ce que tu pourrais nous dire où on en est du point de vue de la justice dans cette affaire? Où en sommes-nous? Ça aussi, S'il j'en te parle dans plaît. le livre, Virgile. Là, tu m'envoies un pic. Tu sais que j'aime pas cette question-là. Où, où vous en êtes parce que ce qui me dérange dans cette question-là, comme je l'explique dans le livre, c'est qu'on peut rendre la personne extérieure à la situation. Mhm. Alors, récemment, on nous a refusé une D'accord. reconstitution très récemment, sous prétexte que la demande était trop tardive. Bon, maintenant, je commence à m'habituer, c'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui, où on en est aujourd'hui, il y a une volonté de trouver toutes les excuses inimaginables pour ne pas faire preuve de responsabilité, si je pouvais résumer la chose. On en est là. On en est où on se trouve à trouver des excuses pour faire passer la pilule. On essaie, aujourd'hui, la mort est reconnue, l'intervention dans la mort de Wissam. Il a D'accord. fallu du temps, mais ils ont reconnu, c'est officiel, que Wissam est mort par la violence des policiers. C'est reconnu. Par contre, là où ils veulent aller, là où on sent qu'ils veulent aller, c'est ils veulent rendre cette mort légalisée. Ils veulent faire en sorte Mhm. que, d'une certaine manière, il est légal de tuer une personne menottée. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, là, on est dans un combat entre le légitime et le légal. Eux, ils se disent, le légitime, on va le perdre, mais on va essayer de rendre légal sa mort pour que le légitime, pour faire croire à une forme de légitime, quoi. D'ailleurs, les policiers font entendre les mots qu'ils utilisent. Ils parlent jamais de légal, ils parlent toujours de légitime. Ils disent l'intervention était légitime, le truc était légitime, parce qu'ils font une confusion entre ces notions-là. Et de la même manière que j'en parle dans le livre, la notion de responsabilité, tout ce qui est lié à la justice font une confusion entre la responsabilité binaire et ce que je dis dans le livre. Pour moi, la responsabilité n'est pas binaire. La responsabilité, elle n'est pas binaire. Donc on est là-dedans. On est dans une forme de sophisme qu'ils veulent fabriquer. Ils veulent fabriquer quelque chose qui ait une apparence de ça a à peu près fonctionné. Et donc là, ils cherchent tous les éléments. Et ma, ma conviction profonde, c'est aussi une chose, c'est que je crois qu'ils veulent aussi nous faire péter un plomb ou nous faire faire une erreur. Voilà, j'ai cette conviction-là aussi. Ouais, C'est d'une part, ils ne veulent pas faire leur responsabilité, mais aussi ils veulent nous provoquer, faire qu'on fasse des conneries. d'accord. Christiane, Question que j'ai. Hein. Est-ce que vous voulez rebondir? Oui, 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 tout à fait, parce que je trouve remarquable effectivement la manière dont Farid vient de dire les choses et de les dire par rapport à son livre, c'est-à-dire par rapport à ce qu'est l'intention de son livre. Et en particulier, cette question de ils veulent nous coincer. Autrement dit, finalement, ceux qui sont en réalité les coupables se font accusateurs. Et ça, c'est quand même un comportement très classique de la police en général, mais en particulier de la police à l'égard de ceux qu'ils estiment discrédités d'emblée. Tu as parlé à juste titre, Farid, de la différence entre légal et légitime, hein. Légal, c'est-à-dire ce qui répond à la loi, et légitime, ce qui répond à une exigence de justice. En fait, dans tout ce que tu décris, dans tout ce qui se passe au niveau de cette affaire, puisque finalement c'en est une, non seulement du côté de la police, il y a 0 légitimité réelle, mais il y a aussi 0 légalité, puisqu'il y a effectivement des mensonges avérés, des contre-vérités, des expertises fausses, falsifiées. Enfin, donc on est en pleine on n'est pas simplement dans l'illégitimité, on est vraiment dans l'illégalité. Mais la question, je crois que c'est surtout qui est d'emblée délégitimé par sa position et en particulier, effectivement, parce qu'il se retrouve racisé. Voilà. Donc ça, c'est un premier facteur de délégitimation. Et un second facteur de délégitimation, c'est qui est délégitimé précisément parce qu'il est légitime et qu'il doit absolument être discrédité. Donc, la question des catégories de population discréditées, elle est absolument déterminante, parce que sitôt que le discrédit est jeté, ça veut dire que la parole elle-même ne peut plus être entendue.
Et ce que je trouve remarquable avec le bouquin de Farid, puis en général avec son action et sa détermination, c'est que précisément, il inverse quand même ce discrédit. Comme tu le dis effectivement Farid, ils veulent nous coincer, mais ils veulent nous coincer, ça veut dire en réalité, ils savent très bien à quel point ils sont eux-mêmes illégitimes et le discrédit qu'ils tentent de jeter sur nous, en fait, ils ne parviennent pas à le jeter. Et c'est précisément ce qui fait de vous, c'est-à-dire de nous, des ennemis aux yeux de ce pouvoir-là. C'est-à-dire plus on est effectivement dans son juste droit, réellement, Mmh. plus on devient des ennemis de ceux qui veulent abolir ce droit. Et actuellement, je pense que finalement, les familles des victimes sont doublement discréditées, à la fois en tant que racisées ou en tant que victimes revendiquant des droits justement, mais aussi en tant que défenseurs des droits. Et il me semble que ça, c'est ce que, Farid, tu dis très bien, tu montres très bien dans ton livre, c'est que tu défends pas simplement ta famille, tu défends pas simplement ton frère, tu défends pas simplement une histoire, tu défends des droits qui doivent être défendus collectivement. Et à un certain moment, finalement, tu inverses le rapport aux valeurs républicaines. Ce que tu montres très clairement, c'est que les valeurs républicaines, non seulement ne sont pas défendues, mais sont absolument et radicalement bafouées par ceux qui s'en prétendent les garants. Et face à cela, ceux qui sont les familles des victimes, c'est-à-dire précisément ceux qui sont ostracisés, ceux qui sont racisés ou ceux qui sont discrédités en tant que militants ou ceux qui sont discrédités en tant que défenseurs des droits, ceux-là sont les vrais défenseurs des valeurs républicaines. Et pour moi, cette question-là, elle est tout à fait déterminante. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un État qui, en effet, est un État de non-droit. On se retrouve dans un État qui est dans une position radicale de double langage, c'est-à-dire de prétendre défendre des valeurs républicaines qu'il est en train non seulement de ne pas respecter, mais de combattre violemment. Et le système judiciaire est une autre forme de violence. Ton frère a subi des violences policières, il en est mort. Il y a 10 ans, il y avait une dizaine de personnes qui en mouraient chaque année de ces violences policières. Maintenant, il y en a plus de 20 chaque année. C'est-à-dire que le chiffre est allé en augmentant, et le chiffre est allé en augmentant à cause précisément de l'impunité policière. Et donc cette question de l'impunité, elle est vraiment au cœur de cette problématique-là. C'est-à-dire ce que nous défendons, c'est quelque chose que nous avons en commun à défendre, que nous soyons racisés ou pas. De même que quand on défend des valeurs féministes, qu'on soit une femme ou qu'on ne le soit pas, ne devrait avoir aucune importance. Quand on défend l'homosexualité, qu'on soit homosexuel ou qu'on ne le soit pas, ne devrait avoir aucune importance. Et ici, c'est exactement la même chose. Je veux dire qu'on soit soi-même racisé ou qu'on ne le soit pas, qu'on ait soi-même ou pas été atteint par la violence policière, que nos familles à nous en aient été ou non victimes, finalement, euh, je trouve que ton travail tend à ce que ça devienne secondaire, tout à fait secondaire et même accessoire. C'est-à-dire ce que nous avons, c'est un espace public collectif à défendre. Et cet espace public et collectif, c'est précisément collectivement que nous devons le défendre, c'est-à-dire que nous sommes tous, en réalité, des défenseurs des droits au même titre. Mais il y a une différence, c'est que ceux qui ont subi et qui ont été impactés directement par cette violence, comme ta famille l'a été, comme Wissam évidemment l'a été au premier chef, ceux-là en réalité sont véritablement les experts de la question. Et là, je voudrais aussi retourner cette question-là pour sortir finalement des idéologies victimaires. C'est pas parce que celui-ci ou celui-là a été directement victime qu'il se réduit à être une victime. Et ton bouquin, d'ailleurs, refuse complètement de pleurnicher là-dessus, comme toute ton action. Euh, Au contraire, parce qu'on a été impacté, on devient un expert. Et pour moi, actuellement,
Farid, comme d'autres d'ailleurs, comme Ramata Dieng, comme d'autres qui sont dans le même cas que toi, comme Assa Traoré, vous êtes devenus des experts de la question policière et judiciaire. Et on doit se référer à vous en tant que tel. Alors, tu parlais effectivement de la philosophie de terrain. Moi, précisément, c'est cela que je revendique dans la philosophie de terrain. C'est-à-dire de considérer les personnes qui ont vécu les choses, non pas, alors surtout pas, comme des témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui est extérieur à une affaire. Donc, on ne doit pas demander à quelqu'un de témoigner quand il est directement impacté. Donc, vous n'êtes pas du tout des témoins. Mais vous n'êtes pas simplement des victimes. Votre statut originel de victime vous pose en fait en acteur de l'histoire. D'abord, vous devenez des acteurs d'une histoire collective qui est la nôtre à tous, mais vous pose aussi en expert, c'est-à-dire vous êtes un cran au-dessus, pour moi, y compris par rapport aux chercheurs. Moi, en tant que chercheur, j'estime que je dois me mettre en position d'écoute de ce que vous dites, de la parole que vous portez, de l'impact qu'elle a, de la puissance qu'elle déploie. Et ma propre pensée en tant que philosophe, elle est influencée par ça. Elle est construite par ça, au même titre qu'elle est construite par la pensée de Michel Foucault ou de Kant ou d'autres intellectuels notoires. C'est-à-dire, c'est un peu aussi ce que disait Gramsci, hein, c'est-à-dire la fonction d'intellectuel n'est pas la fonction d'intellectuel, c'est l'apanage des intellectuels, mais la qualité d'intellectuel, c'est l'apanage de tous. Et c'est une qualité qui est, je pense, susceptible d'être mieux encore revendiquée par ceux qui en ont le vécu. Et je rappelle très souvent que quelqu'un comme Hannah Arendt, eh bien, qui c'était Hannah Arendt? C'était une étudiante de Heidegger, c'était une phénoménologue comme beaucoup d'autres. Quand est-ce qu'elle est devenue vraiment une philosophe au sens propre et au sens puissant du terme? Quand elle a été elle-même, quand elle a subi elle-même la ségrégation, la violence, le risque d'extermination, et quand elle a été affrontée à cela, elle est devenue ce qu'elle est, c'est-à-dire une philosophe du politique. Et c'est ce vécu, c'est cette expérience qui donne précisément la capacité de penser. Et je pense que Farid, tu es à mon avis très représentatif de ça. Et tu n'es pas le seul, mais tu es quelqu'un qui le porte de manière extrêmement déterminée. Voilà, je ne voudrais pas non plus parler trop longtemps parce que c'est une discussion, mais voilà, c'est 5 juste secondes, ce que je voulais dire. je vais allumer la lumière parce que j'ai l'impression que la nuit est tombée et j'ai l'impression qu'on ne me voit pas très bien. J'arrive. Juste, j'allume la lumière. Désolé. C'est que je n'ai pas vu que la nuit était en train de tomber. Bah, merci beaucoup, Christiane. C'est, effectivement, en fait, il y a ces deux aspects-là. Mais en même temps, c'est pas que moi. C'est ça c'est pas que nous. C'est aussi toutes les rencontres que j'ai faites et toutes les rencontres que les familles font. Ça, c'est très important, hein. C'est très important. Par exemple, cette histoire de victime, quand tu parles de ça, une fois, j'avais parlé avec quelqu'un qui m'avait, pendant longtemps, qui m'avait dit pourquoi c'était tellement important de rejeter le statut de victime. J'ai passé, depuis toutes ces années, j'ai eu des échanges et le livre en parle, par exemple, notamment sur le féminisme, sur beaucoup de choses, où j'ai eu énormément de discussions. C'est pour ça qu'en fait, c'est pas simplement ma réflexion, c'est aussi, en fait, durant tous ces événements-là, aussi tous les apports, tous les échanges que j'ai pu avoir. Et aussi le fait de m'être cassé la gueule, comme dans un labyrinthe, en fait, de m'être cassé la gueule. Et c'est un petit peu tout ça. Quand Hannah Arendt, avec Heidegger, c'était un petit peu ça, la confiance qu'elle a pu lui porter, qui a fait qu'elle a imaginé certaines choses, quoi. Donc on est à la fois le fruit de sa pensée, mais aussi le fruit de son environnement de pensée, qui nous influence énormément, qui nous aide aussi à penser. Je t'interromps juste, Farid, pour dire que concernant Arendt, j'ai dit plutôt le contraire.
C'est-à-dire que justement, il a fallu qu'elle sorte de l'influence de Heidegger pour finalement, à travers sa propre expérience politique, devenir une vraie philosophe du politique, qu'elle n'était pas aussi longtemps qu'elle était heideggerienne, et devenir une philosophe du politique pour dénoncer des idéologies que Heidegger, lui, avait parfaitement, au contraire, suivies, celle du nazisme. Alors là, par exemple, là, j'avais lu, par exemple, l'histoire de Göring, du frère de Göring, qui s'était en fait justement opposé à son frère. C'est-à-dire qu'effectivement, mais il y a aussi on peut s'affirmer à la fois dans l'opposition ou dans l'affirmation. Donc c'est aussi le produit de son opposition. C'est aussi, par exemple, avec ses parents. Voilà, bon, là, on va aller dans une longue discussion, mais je pense qu'on est à la fois en opposition, on peut se construire aussi en opposition. C'est-à-dire qu'en fait, elle est peut-être sortie, mais c'est ça qui a pu faire en sorte que, par exemple, moi, quand je disais ça, c'est aussi, par exemple, même les critiques que j'ai reçues. Les critiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les critiques que j'ai reçues m'ont construit, m'ont permis de me dire est-ce que j'accepte ou je n'accepte pas. C'est plutôt tout ça, voilà. C'était juste pour clarifier un petit peu ma pensée. Alors, Christiane, moi, il me semble que tu as soulevé un point intéressant, c'est en fait, tu as utilisé le mot républicain, valeur républicaine, bon, et c'est quelque chose qu'on entend un peu à tout bout de champ ces derniers temps dans la sphère politique. Et Farid, est-ce que, enfin, du coup, comment tu vois ça, toi, cette Alors, valeur républicaine? le mot républicain, bah déjà, en termes de définition, le mot république, il veut presque rien dire. C'est-à-dire que c'est un mythe hein, qu'on a inventé. Le terme république, c'est un ensemble. Alors, je crois que c'est dans la définition, il faudrait retrouver le terme, mais j'invite tout le monde à regarder dans Larousse le terme. C'est un ensemble, je crois, ça veut dire ça. Enfin, je crois que je l'ai quelque part sur mon ordi, mais c'est une organisation d'un certain nombre de personnes. Donc, en fait, c'est plutôt le mythe qu'on nous vend. Après, ce que dira certainement Christiane, et je le partage, en fait, c'est la République en soi, c'est Aristote qui disait ça, n'est pas mauvaise, c'est la déviation qui est mauvaise. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la mauvaise utilisation, c'est qu'en soi, il y a des choses qui sont bien, mais quand la République est utilisée à des intérêts particuliers plutôt qu'à des intérêts collectifs, c'est là où elle est problématique. Quand on parle de police, quand la police vient, alors c'est très important dans la loi de sécurité globale, dit aux députés quelle loi voter, et que les députés disent on ne change pas la loi parce que la police nous a demandé, ça, en fait, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la police qui fait la loi au sens propre comme au figuré. Et c'est là où on assiste à une déviation. C'est pour ça qu'en fait, la République en soi, ça ne veut rien dire. C'est comment on charge la République, comment on charge les choses. C'est comme la justice. La justice en soi, ça ne veut rien dire. Une institution qui n'est pas juste, voilà. Donc en fait, c'est plutôt la déviation des choses qui est problématique. C'est est-ce que les paroles sont en accord avec la prétention qu'on fait. Quand je parle de ça, par exemple, aujourd'hui, je voyais Macron qui parlait de la fête de la musique et qui disait ensemble. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont à la tête de la République vivent des mots, mais derrière les mots, il n'y a aucune cohérence. Les mots ne sont pas en cohérence avec la réalité. Et pour moi, c'est ça beaucoup qui est problématique. C'est que je vois des experts qui ne sont pas experts. Je vois une justice qui n'est pas juste. Je vois des gens des gardiens des forces de l'ordre qui ne sont pas les gardiens des forces d'un certain ordre juste. Vous voyez? Et pour moi, c'est pas en soi le mot, c'est qu'est-ce qu'on en fait du mot. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Enfin, je Après, sais pas si je si tu en peux, as en tête. Vas-y, pardon, vas-y, Christiane. ouais, si je peux quand même dire un mot là-dessus, c'est que en fait, république, ça veut dire tout simplement la chose publique en latin, c'est-à-dire l'espace public, ce qui appartient à tous. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, quand même en France, il y a une histoire de ce mot. Le mot a été revendiqué au moment de la Révolution française. Et en fait, il faut, je pense, surtout garder en tête qu'il y a une double tradition républicaine. C'est-à-dire, il y a la tradition issue, disons, du mouvement révolutionnaire, qui s'est traduite par exemple dans la Commune en 1871. Voilà, ça, c'est la Commune revendiquait bel et bien une tradition républicaine. Et elle était composée d'anarchistes, elle était composée de beaucoup de mouvements différents, mais elle revendiquait
une tradition républicaine qui était celle effectivement d'un idéal révolutionnaire, c'est-à-dire d'un idéal de justice. Et puis, il y a une autre tradition républicaine, mais qui est aussi la tradition historique de la République française, c'est la tradition coloniale. Je veux dire, la Troisième République, c'est entièrement fondé sur l'histoire coloniale. Son succès, son triomphe, sa richesse, sa puissance économique se sont entièrement appuyés sur la puissance coloniale, comme d'ailleurs la puissance économique de la France du XVIIe siècle s'était appuyée sur la traite des Noirs et sur le Code noir. Donc, et cette tradition-là, elle existe. Donc, quand on se revendique de la République, de quelle République se revendique-t-on? Et très clairement, cette seconde tradition, c'est la tradition qui est devenue dominante au sein des dirigeants républicains, comme l'indique d'ailleurs le nom du mouvement de droite qui s'appelle La République. Et ils n'ont pas tort. Oui, oui, en effet, ils représentent bien une certaine tradition de la République, qui est précisément la tradition qui a trahi entièrement les idéaux révolutionnaires et qui a entièrement trahi ce qu'elle établit à son frontispice, c'est-à-dire les idéaux d'égalité, de fraternité et de liberté. Donc, voilà, et ça, c'est ce qui, pour moi, établit le double langage républicain. Il y a véritablement un double langage. Tout à fait. C'est-à-dire, les idéaux restent affirmés, affirmés comme des coquilles vides, et toute la pratique va à leur rencontre. Et je crois qu'il faut être très conscient par rapport à cette question policière que, précisément à partir du moment où l'idéal de justice est intégralement bafoué, il est impossible qu'il n'y ait pas de mouvements sociaux, il est impossible qu'il n'y ait pas de revendications, il est impossible qu'il n'y ait pas ce que Jacques Rancière appelle la revendication de la part des sans-parts. C'est impossible que ce ne soit pas le cas. Donc, comment contrer ces mouvements-là dans la mesure précisément où on n'est pas légitime en tant que pouvoir, ce qui est le cas en particulier du pouvoir actuel. Il y a une seule manière de contrer ces mouvements, une seule manière de contrer les revendications sociales, y compris les revendications antiracistes, évidemment. Une seule manière, c'est juste de leur envoyer les flics et de les terroriser. C'est-à-dire, au nom de la lutte contre le terrorisme, entre guillemets, on a une véritable terreur d'État qui s'installe et actuellement, elle prend beaucoup d'ampleur, mais elle était sans arrêt subreptice et sous-jacente. Et justement, ce qui s'est passé pour Wissam en est tout à fait emblématique. Et du coup, l'État actuel, en tout cas les dirigeants actuels, pour assurer leur pouvoir, ont besoin de leur police et sont dans ce que Fabien Jobard et Olivier Filleul, qui viennent de publier ce livre Politique du désordre, appellent à très juste titre l'ancillarité du pouvoir à l'égard de sa police. Ils sont dans une position ancillaire, ils deviennent les serviteurs de leur propre police, d'où effectivement la loi sécurité globale, qui est une loi qui n'a pas d'autre finalité que de défendre les intérêts policiers, bien sûr. Alors, ce que je pourrais rajouter à ce qu'a dit Christiane, moi, ce qui m'a choqué dans la loi de sécurité globale, et j'en profite pour en parler, parce que j'ai l'impression que les gens n'en parlent pas assez. N'en parlent pas assez. J'ai déjà parlé notamment avec Sradra Popovic, qui est quelqu'un qui a été à l'origine en fait de la révolution serbe et qui a écrit des manuels notamment de non-violence, qui appellent ça de non-violence. On peut retrouver ça sur Internet au niveau de ce qu'ils appellent l'Einstein Institute. C'est vraiment des pratiques de non-violence. Et dans les pratiques de non-violence, il y a ce qu'ils appellent le name and shame. C'est-à-dire, en gros, nommer un policier, que toute la communauté sache qui c'est, et de dire, cette personne-là, voici comment elle agit. Et ça, c'est des choses dans des dictatures qu'ils autorisaient. Dans les dictatures. Et là, on est en train de dire qu'on va interdire de filmer parce que ça pourrait amener à la violence. Et là, quand vous reprenez toutes les pratiques de non-violence, d'une certaine manière, peuvent amener à la violence. Les livres peuvent amener à la violence. Penser peut amener à la violence. Écrire peut amener à la violence. Mais ce n'est pas la violence. Ce n'est pas la violence. Et pour moi, il y a quelque chose sur lequel je voudrais appuyer, et autour de moi, j'insiste énormément, c'est qu'on est en train d'interdire des pratiques de non-violence pour contester les choses.
C'est-à-dire que quand on commence à s'habituer à être interdit de manifestation depuis que Valls est au pouvoir. Mais avant, ce n'était pas possible, ça. On ne pouvait pas interdire une personne de manifester. Pourquoi? Parce que ça peut mener à la violence. On interdit de filmer parce que ça peut mener à la violence. Eh ben, je trouve que là, et c'est ça, moi, qui m'inquiète énormément, et nous aussi, c'est la même chose, dans la manière de nous interdire à nous d'avoir une justice non violente. On nous interdit d'avoir une justice non violente. Ça fait partie, en fait, du même courant. C'est-à-dire qu'on interdit aux gens d'obtenir les choses, on les coince. Et la manière de coincer est la même, et la même, et la même. Et la même, c'est comment? C'est qu'on offre deux choix qui sont des mauvais choix. On vous dit, soit vous obtenez la justice, soit vous n'obtiendrez pas la justice de non-violence, soit vous devez accepter, soit vous ne manifestez pas, ou soit on vous interdit de manifester. Et en fait, le système est en train de gouverner comme ça. Et les gens ne se rendent pas compte de ça. On fait deux choix, c'est la fameuse choisir entre six, il y a une expression comme ça, c'est-à-dire c'est deux choix. Et si vous regardez les préfets, ils sont tout le temps comme ça. Ils vous offrent deux choix, et c'est deux mauvais choix. Les élections, c'est pareil, c'est deux mauvais choix. Là, tout est gouverné comme ça, avec deux mauvais choix. Et dans les deux choix, si vous ne choisissez, soit vous choisissez un truc et on vous dira, mais vous avez choisi, vous êtes responsable, ou soit vous ne choisissez pas et on vous dira, donc vous prenez le pire choix. Et en fait, on est dans un truc complètement aliénant, en fait. Vraiment, on est dans un truc et c'est pour ça que peut-être d'être dedans, on se dit, mais elle est où la solution? Eh bien, la solution, elle est où? Tout à l'heure, j'en parlais avec quelqu'un, par exemple, du respect des procédures. Je t'en avais parlé à toi, Christiane, que dans le Sud, par exemple, on m'avait raconté ça, qu'il y avait un jeune qui était mort, ben, on interdit à sa famille d'aller enterrer son proche. Par contre, on n'a pas interdit au maire de la ville d'emmener tout le monde. C'est-à-dire qu'on est en train de faire un truc où les procédures, les lois, tout ce qui est un petit peu légal est fait contre le peuple, est fait contre lui, c'est-à-dire qu'on est on est en train de faire que les gens, d'une certaine manière, leur seule possibilité de se libérer, c'est la violence. C'est ça qui est grave. C'est que j'ai l'impression, je suis pas, vous verrez autour de moi, je suis pas quelqu'un de violent, mais ils sont en train de créer une situation où la seule possibilité de se libérer est la violence. Et lorsque vous allez être violent, on vous le reprochera. Et si vous êtes non violent, eh ben ça vous est interdit. Et on est dans une situation comme ça, qui est pour moi affreuse. Affreuse parce que, et par rapport à cette situation-là, comme tu dis très bien, Christiane, en fait, lorsque tu es témoin de ça, lorsque tu es témoin de cette situation-là, comme moi, parce qu'il y a des personnes dans des dictatures à qui on autorise de filmer, de nommer les gens, et on est en train de nous dire dans notre République à nous qu'on ne peut pas. Et bien, lorsqu'on est témoin de ça, c'est presque, on ne peut pas se taire. C'est un devoir de parler. C'est un devoir. C'est vraiment, là, on est dans une situation de devoir. Parce qu'on ne peut pas, accepter les choses, que les choses soient en place, quoi. Que les choses, qui est cette manière de faire, quoi. En gros, c'est j'ai la force de te dire de te taire et tu vas te taire. Bah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça peut pas fonctionner comme ça. Et d'ailleurs, ça pourra pas fonctionner comme ça longtemps, malheureusement. Malheureusement, on peut pas. Alors aujourd'hui, ça fonctionne parce en disant c'est minoritaire. Mais la question, elle n'est pas, comme je le dis dans le livre, la question, elle n'est pas c'est si vous êtes minoritaire ou majoritaire. La question, elle est si vous avez raison ou pas raison. C'est ça la question qu'il faut se poser. Merci Farid. Christiane, est-ce que tu veux conclure avant qu'on prenne les questions? Peut-être en disant qu'il y a une sorte, justement, y compris dans des, j'allais dire, ouais, dans des processus comme la loi sécurité globale, qui sont des processus profondément pathogènes, il y a un aveu en réalité, et je pense qu'il faut aussi le prendre de cette manière, il y a un aveu d'illégitimité de la part du pouvoir lui-même. Donc, et je crois que nous devons aussi nous saisir de cela, c'est-à-dire toutes les occasions d'arbitraire du pouvoir sont autant d'aveux d'illégitimité. Dire on ne doit pas filmer la police, ça veut dire on sait très bien que la police
fait des choses absolument inacceptables. Donc, c'est véritablement un aveu. Si quelqu'un ne veut pas être vu, c'est qu'en effet, ce qu'il fait est absolument irrécusablement illégitime. Et je crois qu'il faut retourner les choses de cette manière, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut pas simplement, comment dire, s'insurger, se mettre en colère, et cetera, mais pointer du doigt en disant: «Ben voilà, voilà la preuve et vous êtes pris la main dans le pot de confiture». C'est un peu de cet ordre-là et pour moi actuellement, participer à délégitimer, les pouvoirs en place, c'est une véritable action politique et c'est une action politique très forte. Parce que précisément tout pouvoir, bon Bourdieu le disait très bien, mais il n'est pas le seul, ne repose que sur une forme ou une autre de légitimité. Et là, il y a beaucoup de processus d'illégitimation qui sont en cours. Et parmi ces processus d'illégitimation, il y a en effet cette évidence manifeste de la montée en puissance des violences policières et de la montée en puissance des violences contre les défenseurs des droits et des attaques contre les défenseurs des droits. Donc là, il n'est plus question de dire est-ce que c'est une dictature, est-ce que c'est ceci ou est-ce que c'est cela. Il est question de dire que l'espace démocratique a été totalement vampirisé et que cette vampirisation-là, nous avons effectivement à la mettre en évidence. Voilà. Merci Christiane. Alors, à ceux qui nous regardent, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Donc, si vous baladez votre souris sur l'écran, vous allez trouver un petit onglet Converser. Je te l'avais dit, hein, Virgile, qu'elle était intéressante, Christiane. On a touché à beaucoup de sujets là qui mériteraient d'être creusés, je trouve. Alors, je ne sais pas si les gens qui sont connectés en Facebook Live peuvent... Il y en aurait encore tellement à dire, vraiment. Alors, pour les gens du Facebook Live, vous pouvez m'envoyer vos questions éventuellement par mail à l'adresse que je viens de saisir. Alors, en attendant, je voudrais appuyer sur une chose. Dans le livre, je parle des réformistes et des révolutionnaires. Quand on parle un petit peu de son expérience, vous savez, je parle un petit peu du toyotisme dans le livre. Comment Toyota, le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a appris et s'est amélioré. Aujourd'hui, les démarches d'amélioration reposent aujourd'hui en entreprise sur ce qui se passe dans le domaine automobile, parce que c'est là où la concurrence est la plus forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes obligé de vous améliorer, c'est un devoir de vous améliorer, sinon vous vous effondrez. Sinon, vous perdez la concurrence. La concurrence est tellement forte. Et ben, dans le domaine de l'automobile, d'une certaine manière, quand un produit est défectueux à la fin, on ne se pose pas la question de le client n'est pas mécontent, et mécontent, on ne se dit pas, mais c'est la faute du client et tout ça. On considère que le client a toujours raison. Un client mécontent, il a toujours raison. Et on se dit, Toyota, par exemple, il y a une voiture qui a eu un problème de pédale, ils ont apporté 1 million de voitures, ils ont cherché une solution, ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça ne se reproduise plus. 1 million. 1 million. Parce qu'ils considèrent en fait que les problèmes sont des opportunités. Et je crois que quand vous regardez dans la police, tous ceux qui sont à l'intérieur, ils ont réfléchi à l'intérieur de la police. S'ils venaient par exemple de Toyota, s'ils voyaient comment eux font pour d'une certaine manière, eh ben peut-être qu'ils verraient qu'il y avait… Parce qu'il y en a certains qui pensent que ce n'est pas possible, que c'est nécessaire. Alors que, comme je vous disais, Toyota, ils se posent la question, ils se disent qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Quel système de contrôle on peut mettre en place? Et ils ne disent jamais c'est la faute de l'opérateur. Ils ne disent jamais c'est la faute du client. Ils se disent c'est la faute, il faut qu'on trouve une solution pour que ça ne se reproduise plus. Et avec l'ensemble des violences policières, avec l'ensemble des injustices, et là je ne parle pas simplement des violences policières, mais des injustices en général, même des fausses expertises et tout ça. Il y a des fausses expertises, il n'y a personne qui se dit qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter que ça se reproduise. Il y a des personnes qui perdent un bras, personne ne se dit en place, on se dit c'est la faute, il n'avait qu'à pas ramasser. Il y a des personnes qui meurent, on se dit ouais mais on va interdire. Vous voyez? Et en fait, on est dans un truc où
ceux qui nous gouvernent n'y croient même pas. Ils n'y croient pas. C'est nous qui croyons. C'est nous qui croyons que c'est possible. Et moi, je considère qu'on peut s'améliorer. On peut vraiment s'améliorer. Et ce n'est pas aussi compliqué de s'améliorer de ça. La seule chose qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas à la tête de la police quelqu'un qui dit « je vais soutenir les enquêteurs de Viry-Châtillon qui ont menti ». Ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas s'améliorer avec des gens comme ça. On ne peut pas s'améliorer avec des gens c'est les syndicats policiers qui choisissent en fait les personnes qui vont monter dans la hiérarchie. C'est pas possible. On peut pas s'améliorer avec des gens. Quand ils essaient d'améliorer, quand ils essaient d'être honnêtes, ils sont obligés de démissionner. Ça, c'est pas possible. Donc on est dans un truc où ça ne va pas. Et les solutions qu'on demande, c'est à la police. Mais non, c'est pas à la police. Tels qu'ils aient, ils peuvent pas en sortir. Ils peuvent pas sortir de leur manière de penser. Je suis persuadé qu'ils peuvent pas en sortir. Parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'il faut faire. Ils sont incapables de penser autrement. Ils ne peuvent pas penser autrement parce qu'ils sont dedans. Alors peut-être qu'ils vont, peut-être pas, enfin, ils ne peuvent pas. Ils pourraient, il y en a certains qui peuvent, mais c'est très difficile. Et pour moi, le truc, c'est qu'on est en train de laisser la roue libre à la police, quoi. Et il manque des gens qui leur disent non, Il manque des gens qui leur disent non. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas de cette police-là qu'on veut. C'est pas de cette situation-là qu'on veut. Et on ne se servira pas de vous. Il manque des gens qui, d'une certaine manière, se sacrifient pour la France. Mais se sacrifient pour ceux qui nous disent patriotiques et tout ça, qui se sacrifient vraiment pour ce qu'ils pensent être juste. Et là, le problème, c'est qu'en fait, ceux qui sont à la tête de la police, ils pensent d'une manière. Ceux qui sont à la tête de l'État, ils pensent d'une autre manière. Et ça ne va pas. Ça ne va pas. Et nous n'acceptons pas de jouer les dindons de la farce dans tout ça, quoi. Alors, j'ai une question qui vient de m'arriver par mail. Je te la lis, Farid. Alors, qu'est-ce que Farid attend du service public de la justice concernant l'affaire de son frère? Alors, déjà, moi, je ne l'appelle plus justice. Je l'appelle celle qui se fait appeler justice. Celle qui se fait appeler justice, je n'attends plus rien d'elle. Plus rien. Je sais que c'est, comme je vous ai dit, elle ne changera pas d'elle-même. Il y a une phrase que je dis dans le livre, c'est jamais dans l'histoire des droits obtenus en faisant appel au sens moral. Si moi, je m'aperçois de certaines irrégularités, eux, ils s'en aperçoivent. Donc, ils ne changeront pas par eux-mêmes. Ce n'est pas d'eux que j'attends, c'est des personnes qui m'entendent. C'est d'eux. En fait, j'attends de ceux qui se sentent pas, ceux qui disent « je ne suis pas responsable », sont ceux auxquels j'attends des choses. Parce que je considère que si moi-même, j'arrive à faire un petit peu, eh ben, tout le monde peut faire un petit peu. On a beaucoup de pouvoir. La seule chose, c'est qu'en fait, on n'a pas conscience de notre pouvoir. Quand je dis notre pouvoir, de notre potentiel, quoi, de notre, Christiane dirait de notre conatus, de ce qui… On n'a pas conscience de ça. On délègue, on se sent impuissant, alors qu'en réalité, voilà. J'appelle tout le monde à prendre conscience de son véritable pouvoir. Et on peut changer un petit peu des choses. Un océan, c'est juste une multitude de gouttes. Voilà, on peut… Et est-ce que tu as eu des contacts avec peut-être, je sais pas, des anciens magistrats ou même des gens qui sont toujours en fonction, ont pu échanger avec toi? Malheureusement, alors je vais peut-être c'est pour ça que j'ai du mal à être dur comme ça, parce que je comprends que les gens peuvent être brusqués par ce que je vais dire, mais je n'ai vu que de cette institution-là que de la lâcheté. Ils n'ont fait que ce qu'ils étaient obligés de faire. Je n'ai vu aucune proactivité. Aucune. Vous savez, il y a un des 3 témoins qui habite à proximité du palais de justice. Il suffit juste demain que le juge d'instruction se lève, prenne le tram, aille parler aux témoins pour avoir les choses. Un minimum de proactivité. Si c'était une affaire de terrorisme, de pédophilie, quelque chose, ou une histoire s'il y avait un intérêt, il l'aurait fait. Mais vous ne pouvez pas forcer des gens à être proactifs, en fait. Ils se cachent derrière des procédures, ils se cachent derrière des choses. Et là, nous, on est dans une situation coincée. Et ils voulaient, et c'était normal, en fait, c'était écrit d'avance. On est dans une situation où on va être de plus en plus coincé. Parce que, d'une certaine manière, ils nous demandent, ils voudraient, et alors c'est pour ça que j'insiste, ils nous font payer le fait qu'on ne veuille pas négocier avec la vérité. Parce que pour eux, dire que Wissam est mort de pliage est une manière de négocier. Il n'est pas mort de drogue, mais en même temps, on ne va pas reconnaître qu'il est mort de coup. Donc, on va dire qu'il est mort par une mauvaise technique. Vous acceptez ça?
c'est bon, on est gagnant-gagnant. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. bien sûr. C'est pas ce qui s'est passé. Il y a des policiers qui disaient qu'ils parlaient dans le couloir du commissariat. Il y a des témoins qui ont vu et entendu Wissam. Il y a des choses, on ne peut pas négocier avec la vérité. On ne peut pas négocier et on ne doit pas négocier avec la vérité. Parce que lorsqu'on négocie avec la vérité, et malheureusement aujourd'hui, celle qui se fait appeler justice, elle négocie avec la vérité. Elle négocie avec la vérité. Mais Moi c'est pas possible. Je ne peux pas négocier avec la vérité. Je ne peux pas. Parce que si je négocie avec la vérité, en fait, ça voudrait dire que, d'une certaine manière, je négocie sa mort. Je négocie avec des choses qui me sont. Je ne peux pas. Pour eux, c'est comme jouer aux échecs. Bon, bah, je perds un pion, j'en gagne un. Bah non, mais moi, c'est pas ça, moi. Moi, je ne peux pas négocier avec ça. C'est quelque chose qui. Et ça, on me le fait payer. Mais c'est pas grave. Mais je voudrais quand même ajouter quelque chose, hein, concernant l'institution policière et l'institution judiciaire. Ce sont effectivement des institutions et ce sont des institutions qui, en réalité, sont multiples. Au sein même de la police, il y a des corps de police différents et il y a dans un certain nombre de ces corps de police, des gens qui tentent de faire valoir une position différente de la position, dominante actuelle. Et qui effectivement, d'ailleurs pour cette raison, se font éjecter. Alexandre Langlois en est évidemment un exemple, mais je voudrais dire aussi au sein de l'institution judiciaire, le syndicat de la magistrature est un syndicat, au contraire, qui revendique contre les pratiques dominantes de la magistrature et c'est un syndicat de magistrats. Donc et qui est très engagé à gauche et qui s'est d'ailleurs construit dans cet engagement-là et qui d'ailleurs pour cette raison est lui-même harcelé, il a été poursuivi pour cette raison-là. Donc moi je travaille au sein de l'Observatoire de l'enfermement des étrangers, par exemple, je travaille avec des magistrats, avec des représentants du syndicat de la magistrature, qui sont des gens non seulement honnêtes, mais extrêmement engagés politiquement. Et parmi les juristes, quelqu'un comme Karine Parot, par exemple, qui a publié ce livre magnifique, Carte blanche, l'État contre les étrangers, c'est une juriste et c'est une juriste extrêmement engagée et radicalement opposée aux politiques actuelles. Donc je crois qu'il faut aussi dire cela, c'est-à-dire que toute cette dimension oppositionnelle au sein même des corps de l'État, elle existe. La question, c'est effectivement qu'elle est minoritaire, qu'elle n'est pas dominante, et qu'il y a une notabilité institutionnelle qui pousse à des engagements clairement à droite, à l'encontre précisément de cet autre versant de l'idéologie républicaine, qui est le versant qu'on affiche sans jamais le respecter. Mais beaucoup de gens, enfin le syndicat de la magistrature en particulier, pour les magistrats, est entièrement engagé dans cette défense des droits. Et au GISTI, par exemple, quelqu'un qui est une juriste remarquable, Daniel Luchak, s'est fait attaquer au sein même de l'Assemblée nationale pour sa position de défenseur des droits. Voilà, donc je crois qu'il faut aussi mettre en évidence cela et mettre en évidence, en fait, que la problématique est une problématique structurelle. C'est évidemment pas une problématique de personne, c'est une problématique structurelle, c'est-à-dire que l'État français s'est doublement construit. Il s'est construit contre les droits et il s'est construit pour les droits. Et actuellement, c'est le versant opposé aux droits qui est effectivement le versant dominant au sein de l'administration judiciaire comme au sein de l'administration policière. Je crois effectivement, tu as raison totalement, Christiane, en disant qu'il y a des policiers qui essaient d'être le plus honnête possible. Alors, à un moment donné, dans le livre, j'en parle de ça. C'est pas, Farid, ce n'est pas ce que je dis. Je dis pas il y a des policiers qui tentent d'être le plus honnête possible. Je dis il y a des courants. C'est pas des policiers individuels. Il y a des courants au sein de l'administration policière et au sein de l'administration judiciaire. Alors, Ce sont des courants de défense des droits. Voilà. effectivement, Et je pense que ces courants, évidemment, ils sont extrêmement minoritaires, mais je pense qu'on doit, non seulement on peut, mais on doit s'appuyer sur eux si on veut pouvoir faire valoir les droits. Les juristes nous sont indispensables et il faut alors, vraiment s'appuyer sur eux. il y a des courants, effectivement, qui cherchent à être le plus honnête possible. Je me suis longtemps posé cette question-là. Je me suis dit, par rapport à ces personnes-là, quel doit être mon comportement à moi?
je me suis posé cette question-là. Il y a des policiers qui m'ont dit, je n'ai jamais mis des claques à des personnes qui, je me suis fait cracher dessus, je me suis fait plein de choses, j'ai jamais fait ça. Quel est le comportement à avoir avec ces gens-là? C'est très difficile. Ça apporte on se dit, d'une certaine manière, ça apporte une question de conscience. Qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça? Je crois que moi, je me suis posé cette question-là et je vais donner mon avis personnel. Personnel. Moi, je suis dans une situation, je me considère dans une situation, mais c'est dans la situation dans laquelle je suis. Je suis comme un résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme un résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que j'ai vu des affiches où il y avait les Allemands vous protègent et tout ça. Il y avait des affiches comme ça pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais la question n'était pas de savoir s'il y avait des Allemands qui se comportaient bien ou mal. La question, elle était le pouvoir, aujourd'hui, il est pris par qui? Il est là le problème, c'est que le résistant, il ne pouvait pas attaquer l'Allemand en se disant ouais, mais peut-être lui, il est gentil, peut-être que lui, il me protège et tout ça. La question, il y en a certainement. Il y a des courants certainement. Mais le problème qu'il y a, c'est ceux qui ont pris le pouvoir. Et derrière ces personnes-là, il y a cela. Et donc, pour moi, il y a ce problème-là. C'est-à-dire, moi, je me considère comme pendant cette. Eh ben, que faisaient les résistants? Ils se disaient, malheureusement, aujourd'hui, on me met dans une situation où je n'ai pas d'autre choix. Quand tout à l'heure, je vous parlais de violence et de non-violence, c'est qu'on ne fait que réagir. C'est-à-dire que moi, malheureusement, les juristes, tout ça, là, ils ont beau faire tout, ils ont beau parler et tout ça, et ben moi, le jour où des policiers diront publiquement c'est anormal ce qui s'est passé avec Wissam, le jour où des policiers le diront, le jour où des juristes diront publiquement c'est anormal, je ne l'accepte pas, alors là, peut-être que oui. Mais pour le moment, je suis désolé, peut-être qu'à leur place, je ferai la même chose. Et peut-être mais ils sont dans une situation où je n'ai pas d'autre choix de les combattre. Parce que la situation est la suivante. C'est malheureusement ça. Donc je crois on est là-dedans. Il faut pas, c'est pas une question de morale, c'est une question de pouvoir. De pouvoir. C'est qu'aujourd'hui, ils sont dans le pouvoir, ces gens-là. Alors peut-être qu'ils essaient de changer les choses, mais tant que le pouvoir sera comme ça, eh ben, ça sera nos ennemis. Et ils doivent être considérés comme nos ennemis, même s'ils peuvent être utiles, même s'ils peuvent être gentils, eh ben, malheureusement, ils sont dans cette situation-là de la même manière que les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale étaient dans cette situation-là. C'est mon avis à moi, qui est peut-être extrême, qui est peut-être catégorique, mais je pense malheureusement qu'on nous a mis dans cette situation. Et la différence qu'il y a, c'est que moi et les Perses, on n'a pas choisi. Les résistants, ils n'ont pas choisi d'être dans cette situation-là. Ils n'ont pas d'autre choix que d'être dans cette situation-là pour se libérer. Alors que eux, ils ont le choix. Ils ont le choix. Ils ont le choix de faire en sorte, à un moment donné, de taper du poing sur la table et de dire « je ne l'accepte pas » et ces personnes-là de manière publique. Donc, voilà. Après, c'est plutôt facile de dire ça. C'est difficile de demander du courage aux gens. C'est très difficile de demander du courage aux gens. C'est pour ça que les gens qui sont lâches, Bernard-Henri Lévy, une fois, il a dit une chose, il dit beaucoup de conneries, mais il a dit une chose qui était vraie, c'est-à-dire que c'est difficile de reprocher à une personne d'être lâche. C'est très difficile. Mais malheureusement, je trouve que dans cette justice-là, les magistrats, collectivement, se comportent comme des lâches. Et il n'y a pas plus lâche que des magistrats aujourd'hui, comme il n'y a pas plus orgueilleux que des policiers aujourd'hui. Je n'ai jamais vu dans un système plus lâche que ce système-là. Parce qu'à un moment donné, quand il y a de fausses expertises, aujourd'hui, il y a des gens, il y a des enfants, on a enlevé la garde à des parents pour des fausses expertises. On a mis en prison des gens, des parents, pour des fausses expertises. Et bien, ces personnes-là, à un moment donné, ils doivent être prêts à dire non coûte que coûte. Coûte que coûte, ils doivent être prêts à dire non. Parce que la prochaine fois, ça veut dire qu'ils sont complices lorsque d'autres parents seront envoyés en prison par rapport à des scouts-là. Et dans les fausses expertises, qui est pour moi l'une des pires, au-delà des violences policières, et je suis content que ce soit enregistré parce que vous verrez que ce que je dis est très vrai. Les fausses expertises, aujourd'hui, c'est l'une des très grandes problématiques. Et pourquoi on ne les entend pas parler? Parce que c'est utile, les fausses expertises. Et je crois que, voilà, moi, je suis dans une situation, malheureusement, qui est peut-être extrême, mais c'est ma situation à moi. Mais Christiane, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est juste non, que mais non, Farid, je veux juste ajouter un point. Ce que tu décris, c'est-à-dire être résistant,
C'est exactement ce que sont les membres du syndicat de la magistrature. Ce sont des résistants et ils le paient souvent de leur poste, tu vois. Donc voilà, c'est tout. Et ce sont des magistrats. Et ça existe. Voilà, comme ça, tu es rassuré, ça existe. Bon, si ça vous va, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui, puisque Farid, tu as tout un programme cet été dans Oui. différentes librairies. Il n'y avait pas plus de questions? Oh, bah moi, j'aurais pu rester toute la soirée, là. Bon, et oui, alors si vous voulez suivre les différentes librairies et les différentes rencontres qu'on va faire avec Farid, nous, on le partage sur le compte du Croquant. Et Farid, de son côté, j'imagine, fait suivre aussi l'info sur son site. Peut-être tu peux redonner l'adresse. Alors, il y a un Facebook Justice Vérité pour Wissam. Alors, j'utilise moins depuis que je sais qu'il y a un pourcentage de personnes. Par contre, j'utilise beaucoup plus Twitter et le blog. Et donc, Justice et Vérité pour Wissam. Alors, par rapport aux différentes dates, donc ce week-end, je dois être à Saint-Étienne. Je remercie les personnes qui m'ont invité. Je dois être aussi alors, je crois que c'est le 10. C'est le 10. Je dois être aussi à Clermont-Ferrand dans la librairie des Volcans. Je dois être à Montpellier aussi le 17. Et faut que je fasse attention de ne pas en oublier. Puis il y en a une prochaine que tu. Voilà, une prochaine date à Paris, début juillet a priori. On n'est pas encore sûr à 100% de la date. Voilà. Et puis voilà, moi je vois le livre comme un début. Voilà, c'est pour ça que maintenant il restera beaucoup de choses à faire, mais j'invite toutes les personnes à, à combattre la question des injustices en général avec cette conviction-là que j'ai, c'est que lorsqu'on se bat pour les droits, comme disait très bien Christiane, même sur les droits des femmes, eh ben, on fait résonner les droits de tous. On fait vraiment résonner les droits de tous. Et lorsqu'on touche à ça, en fait, on touche à quelque chose qui… Il y a beaucoup de souffrance, vous m'avez entendu, avec beaucoup de… Mais on touche aussi à quelque chose de très beau, vraiment de très beau. Donc, je suis à la fois très… c'est très triste, mais aussi je suis gâté de toucher à toute cette beauté-là. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour parler du livre et pour d'autres manifestations, parce que d'une certaine manière, eux, ils ne lâcheront pas le pouvoir, ça maintenant j'ai compris, ils ne lâcheront rien. Donc il faut s'organiser et Nous, voilà, organisons-nous, organisons-nous intellectuellement, organisons-nous collectivement pour les droits de tous, toujours pour les droits de tous, et jamais contre les droits des autres. c'est un bon mot de la fin, je crois. Merci Farid et merci Christiane. C'était Et merci à vous pour l'invitation. bon. Allez, bonne soirée à tous. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir.